Qu'y a-t-il de commun entre ces formes d'idéalité? Qu'est-ce qui rejoint? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en commun entre l'idéalisation, parce que l'idéalité que constitue l'amour de Juliette pour Roméo, c'est aussi une idéalisation de Roméo. C'est-à-dire que tout à coup, Roméo devient absolument parfait, sans aucun défaut. Hein. C'est une espèce d'aveuglement aussi. Hein. Ça s'appelle la passion. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette idéalisation et celle-ci, ou celle-ci? Entre ces formes d'idéalité. Qu'est-ce qu'elles ont en commun et qu'est-ce qui les distingue profondément? Là, nous abordons une question très difficile. On est dans le dur du dur, là. On est dans le noyau. Qui est la question de ce que j'appelle les régimes d'idéalité. C'est pour tenter de mettre en ordre la question des différents régimes d'idéalité qu'Emmanuel Kant a distingué des types de raisons, des types de jugements. Par exemple, dans la critique de la raison pure, il a dit qu'il y a des jugements déterminants. Ce sont les jugements théoriques qui s'appliquent à la physique, par exemple. On peut démontrer des choses par idéalisation. Depuis Newton, en physique, on peut démontrer ceci. En géométrie, il parle de Thalès dans l'introduction, dans la préface. Il dit, depuis Thalès, on peut raisonner de telle manière. Et on peut produire des démonstrations apodictiques, c'est-à-dire des raisonnements avec des idéalisations démonstratives. Ça, c'est très important parce que à partir du moment où on peut faire des idéalisations démonstratives, on peut dire, bon, bah ça c'est un acquis, ça ne sera plus jamais remis en question. Vous comprenez ce que je veux dire? Thalès, ça ne bouge plus. C'est comme le calcaire dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est au fond du bassin parisien. Ça ne bougera plus, ça. Bon, on ne sait jamais, s'il y avait un astéroïde qui tombait sur la planète, ça pourrait faire bouger le socle du bassin parisien. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ou une bombe atomique, ou une explosion nucléaire. Bon. L'exploitation du gaz de schiste. Ou l'exploitation du gaz de schiste. Mais le théorème de Thalès, lui, ne bougera plus. Même s'il arrive à ça, il ne bougera plus. Parce que c'est un universel pur. Il n'existe pas. Ça concerne des choses qui n'existent pas. Le point, la ligne, le plan, ça n'existe pas. Ce sont des objets noétiques. Kant appelle ça des noumènes, des objets du nous, c'est-à-dire de l'esprit en grec. Hein. Ce sont des purs objets de l'esprit. Vous ne les trouverez jamais dans la nature, donc ils ne peuvent pas être détruits, puisqu'ils n'existent pas. Mais c'est grâce à eux qu'on peut construire tout ce qui existe, y compris la centrale de Fukushima. Parce qu'après tout, la centrale de Fukushima passe par la physique de Newton, critiquée par Einstein, etc. etc. Hein. Bon, donc, Kant dit il y a des jugements déterminants, qui sont les objets de l'idéalisation mathématique et physique, à partir du moment où on parle de la physique mathématique. Hein. Depuis Galilée, on parle de physique mathématique. Bon, la physique, c'est devenu un champ de théorisation absolument pur et déterminant, démonstrable, et c'est un socle absolument inaltérable. Mais il y a d'autres processus d'idéalisation. Par exemple, il y a des jugements pratiques et moraux. Donc Kant fait la critique dans la critique de la raison pratique. Et ça, ce ne sont pas les mêmes types de jugements. Ce ne sont pas des jugements dont on peut dire, je vais vous démontrer, à vous, bande de Chinois, ou bande de Zoulous, bande de, je sais pas, je dis bande de parce qu'en général, c'est, voilà, on arrive, on dit, je vais vous démontrer, bande de je sais pas quoi, que la seule manière de bien vivre, de bien penser, c'est la mienne. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous envoie les conquistadors. À Kant, il dit, non, attendez, c'est plus compliqué. La raison morale, c'est pas la raison pure pratique, il l'appelle comme ça. La raison pure pratique, ça n'est pas la raison pure théorique. Ce qui est pratique, c'est-à-dire moral, c'est-à-dire comment vivre, ça renvoie à des universels, mais ces universels d'abord ne peuvent pas être, à proprement parler, démontrés de manière apodictique. Et de toute façon, ils se localisent toujours dans des façons de vivre qui sont spécifiques. Et puis, il y a la faculté de juger esthétique. Donc, Kant nous dit que, quand je regarde
un tableau qui est beau, ou une femme qui est belle, ou un paysage qui est beau, que je juge que c'est beau, je juge que ça devrait être beau pour absolument tout le monde. Mais je sais que de fait, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Donc c'est universalisable en droit, mais ça n'est pas universalisable en fait. Et je ne pourrai jamais convaincre personne. Là non plus, il n'y a pas de démonstrativité, ni apodictique, ni même liée à la raison pratique. Alors, ce sont des questions très compliquées dont je vous parle là, sur lesquelles il faudrait revenir, on n'en a pas le temps. Simplement, si je vous les mentionne, c'est d'abord parce que je pense que c'est bien de faire les liens entre Socrate, Platon, Aristote, dont je vais vous parler maintenant, Kant et tant d'autres, Husserl, Wittgenstein, dont je vais vous parler tout à l'heure, pour vous montrer que tout ça, finalement, ça se sédimente, et un peu comme la géométrie. Thalès est repris par Euclide, qui est repris par Riemann, qui est repris aujourd'hui par la géométrie contemporaine. Hein. Bon, tout ça, ça s'accumule, ça se sédimente. Bon. Et c'est ça qu'on appelle la philosophie. Dans tout ça, dans tous les cas, le processus fondamental, c'est ma thèse. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord en philosophie avec ce que je vais vous dire là. Hein. Mais moi, ma thèse, c'est de dire que dans tout ça, il y a des processus d'idéalisation. À chaque fois, ce sont des processus d'idéalisation. On n'idéalise pas de la même manière sur le plan de la raison pratique. Et par exemple, Roméo et Juliette, ça s'inscrit dans la raison pratique, que dans la raison théorique. On ne peut pas démontrer à Juliette qu'on l'aime, par exemple. On ne peut pas lui démontrer. Pas possible. Donc Juliette doutera toujours à un moment donné. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Vous voyez, c'est ça l'amour. Hein. C'est pour ça que c'est dur. Les histoires d'amour, il y en a qui disent finissent mal. Hein, les Rita Mitsuko. D'autres disent, comme Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. C'est à cause de ça. Hein. Bon, le géométrique, quoi qu'il en soit, nous allons maintenant vers la géométrie. Nous n'allons plus vers la morale ou la vertu, ce qui n'est pas d'ailleurs la même chose. Nous ne parlons plus de l'amour, ce qui n'est pas non plus la même chose. Nous ne parlons pas de l'esthétique. Nous parlons du géométrique. Et la consistance, car s'il y a idéalisation, il y a consistance. Pour qu'il y ait idéalisation, il faut qu'il y ait consistance. Pour qu'il y ait consistance, il y a des règles de consistance. Par exemple, dans l'amour, une règle, c'est la fidélisation. S'il n'y a pas de fidélisation et donc une certaine forme de croyance et même de foi dans l'objet aimé, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Dans le géométrique, dans le théorique pur, la consistance, c'est l'évidence démonstrative. Ça passe toujours par des évidences, les consistances. À un moment donné, ça se donne comme de l'évidence. Comme l'évidence même. Roméo est évident pour Juliette. Absolument évident. Elle ne voit plus que ça d'ailleurs. Évident, ça veut dire qu'il se voit au départ. Hein. C'est évidere, ça vient de vidéo, voir. Hein. Elle ne voit plus que. Mais en géométrie, c'est pareil. Hein. Vous avez vécu ça. Un prof vous a demandé de démontrer un théorème, ça vous y a du mal. Puis d'un seul coup, ça y est. C'est magnifique. Ça vous rend heureux. Absolument. Il y a un bonheur de la démonstration géométrique inouï. Mais dont on voudrait peut-être nous faire perdre la nécessité d'y passer. Parce qu'il y a des gens qui disent plus de démonstration, l'essentiel c'est qu'ils connaissent les théorèmes. Enfin, c'est tout. Ne nous emmerdons plus à en faire des esprits noétiques. Quoi qu'il en soit, cette évidence démonstrative, pour les philosophes, comme Socrate, comme Platon, elle constitue, si je puis dire, l'idéal de l'idéalité. C'est-à-dire que toute forme de l'idéalité, surtout pour Platon, doit coller le plus possible à la forme apodictive de l'idéalité qu'on ne trouve que dans la géométrie, disent Platon et Socrate. Et donc, c'est toujours en rapport aux idéaux de cette épistémé, ça s'appelle comme ça, connaissance, ça veut dire, hein, cette épistémé géométrique, c'est toujours en rapport à cette épistémé géométrique qu'il faut essayer de s'orienter quand on est désorienté, qu'on n'arrive pas à trouver, par exemple, ce qui pourrait faire l'unité de la vertu. C'est comme ça que pensent les philosophes depuis au moins Platon et probablement Socrate. C'est pour ça qu'il est écrit « Nul n'entre ici sine géomètre ». Platon disait « Vous voulez venir suivre mes cours à l'académie, allez d'abord apprendre la géométrie ». C'est le discours propédeutique. Hein. Faites cette propédeutique. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas faire de philosophie, vous ne comprendrez rien.
Ici, vous êtes tous plus ou moins géométrisés. C'est peut-être lointain pour vous, peut-être que si je vous disais, allez, démonstration du théorème de Pythagore, vous auriez un peu de mal, moi aussi, mais vous avez été plus ou moins géométrisés. Vous savez, vous avez une notion de ce que c'est que la géométrie. Aristote dira, le meilleur élève de Platon, qui était le meilleur élève de Socrate, etc., ou supposait-elle, Aristote dira, pour qu'il y ait de l'apodictique, à proprement parler, de l'évidence démonstrative, il faut respecter le principe de non-contradiction. J'y reviendrai plus tard. Cela étant, donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que Platon est celui qui pose, ça soit bien dans mes noms, que ce qui intéresse la philosophie, c'est les processus d'idéalisation. La vertu, l'amour, la géométrie, etc. Premièrement. Que deuxièmement, la géométrie est le modèle de tout processus d'idéalisation. C'est-à-dire c'est l'idéal de l'idéal. Troisièmement, je vous ai dit, mais il y a des régimes d'idéalisation, il faut les distinguer. Eh bien, ce que je soutiens maintenant, quatrièmement, c'est que Platon, lui, va les confondre. Et que c'est la raison pour laquelle, tout en étant un rejeton de Platon, comme tout philosophe, je ne suis pas platonicien. Il y a un endroit où, chez Platon, je me sépare de Platon. Là, ce dont je parle dans ce cours, cette année 2010-2011, c'est tout ce qui fait que je viens de Platon. Comme je pousse, si vous voulez, comme les arbres que je vous montrais tout à l'heure, poussent sur le calcaire. Platon, c'est mon calcaire de base. Mais dans ce calcaire de base, il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Il y a des fissures. Il y a des trucs qui ne marchent pas. Platon, à un moment donné, est pris par une tentation qui va être d'unifier, d'homogénéiser totalement tous les régimes d'idéalisation. Il va dire, par exemple, dans la République, allez hop, on va soumettre toute la vie familiale et amoureuse au modèle géométrique. Et ça, sous l'autorité du philosophe. C'est le philosophe qui va dire, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on doit élever les gosses, etc., etc. La République, ça fait bizarre quand on le lit parfois. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais à un moment, on se dit, ouf, ça fait un peu stalinien, quoi. Hein. C'est-à-dire, plus de famille, plus... C'était le programme de Staline, hein, de dire on casse les familles, tout le monde vit dans les mêmes appartements, les gosses sont élevés par la société, le parti, hein, on pourrait dire. Alors je ne veux pas dire que Platon c'est la même chose que Staline, hein, mais parce que ce n'est pas le cas, fort heureusement. Mais quand même, ça a été dit. Barbara Cassin, qui est une philosophe très sérieuse, une très grande spécialiste du monde grec en plus, un jour a dit ça. Elle a dit, la République, il y a quelque chose de, je ne sais pas si elle a dit stalinien, mais elle a dit de totalitaire. Et je comprends, je ne suis pas absolument d'accord, mais je comprends. Je comprends. Comment se fait-il qu'un homme comme Platon ait pu, à un moment donné, prendre ce chemin-là? C'est ça qui m'intéresse. Et si vous voulez, ça m'intéresse aussi parce que, par exemple, quand vous transformez la physique nucléaire en centrale nucléaire, vous passez de la physique, c'est-à-dire de ce qui est l'objet de la raison pure théorique, à quelque chose dont Kant parle d'ailleurs dans la faculté de juger, qui est la technique. Et ce n'est pas la même chose. La physique, c'est un objet idéal, la technique, c'est un objet réel. Si vous ne savez pas que vous faites passer un régime d'idéalité, la physique, à un régime d'idéalité qui est la technique, c'est aussi un régime d'idéalité, mais c'est un régime pharmacologique d'idéalité. C'est-à-dire que c'est un remède au service de l'idéalité. Le doudou, je l'ai souvent dit, c'est le premier objet technique que connaît le bébé. Et donc c'est fondamental, c'est un objet essentiel pour l'idéalisation. S'il n'y avait pas cet objet, le bébé ne pourrait pas accéder à l'idéal du moi de sa mère, de son père, et donc ne pourrait pas forger son propre idéal du moi. Mais aussi, Donald Winnicott dit, oui, mais ça peut devenir une plaie, le doudou. Si la mère ne sait pas à un moment donné le retirer progressivement et substituer autre chose, ça en fait un sale gosse, comme on dit. Très capricieux, casse-pied, un sale gosse, pas forcément un sale gosse, mais disons un gosse qui va avoir du mal à passer au stade suivant. Tous les gosses ont du mal à passer au stade suivant, cela dit, hein, mais plus ou moins.
Emmanuel Kant, c'est celui qui va chercher à critiquer la métaphysique qui est née avec Platon. Platon qui voulait tout massifier en disant il y a une théorie générale de l'idéalité, on va tout résoudre avec ça, et qui l'amène à dire par exemple on va détruire les familles, les gosses sont séparés de leurs parents à la naissance, ils sont élevés tous ensemble, etc. Moi je pense que c'est une calamité, ça, parce que c'est justement détruire le rapport au doudou, c'est détruire ce rapport de l'objet transitionnel dont Winnicott dit qu'il est la base de la construction de l'appareil psychique. Ça va être critiqué par Kant, ça va être critiqué aussi par Ludwig Wittgenstein, professeur à Cambridge, qui a d'abord commencé à faire de la philosophie dans les tranchées en 14-18, qui n'était pas du tout philosophe au départ d'ailleurs, qui est devenu philosophe dans les tranchées. Très grand philosophe. Alors, ici, je voudrais ouvrir une question concernant l'aletheia, ce qu'on traduit en français par la vérité. Veritas en latin. L'aletheia, chez les Grecs, est essentiellement liée à l'idéalité, à ce que j'appelle la consistance. La vérité de l'amour, par exemple, car il y a une vérité de l'amour, il y a quelque chose de vrai qui se dit dans une histoire d'amour, dans toute histoire d'amour. C'est la vérité d'une infinitisation de son objet. L'être qui aime infinitise son objet. C'est-à-dire le porte à l'infini, l'absolutise et l'élève. Parce que quand vous infinitisez votre objet, l'objet de votre amour, cet objet se sent infinitisé et il s'élève lui-même. Il se dit, il faut que je sois à la hauteur. Elle est folle de me croire comme ça, mais il faut que je sois à la hauteur. Donc il s'élève. C'est quelque chose de vertueux. C'est un leurre. Cette infinitisation, c'est un leurre. C'est comme le doudou du bébé. Mais c'est un bon leurre. Il y a des bons leurres. C'est aussi ce qui concerne la vérité théorique. Par exemple, l'objet mathématique est toujours ouvert infiniment. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? C'est que la théorie mathématique, elle reste toujours infiniment ouverte. Elle est toujours ouverte à un horizon mathématique qui va venir l'enrichir, la complexifier. Voilà, c'est ça les mathématiques. C'est cet horizon. C'est ce que dit Husserl, les mathématiques, dans la crise des sciences européennes, Husserl dit, ne sont jamais terminées, et un géomètre, c'est avant tout celui qui est passionné par cette infinité de la géométrie. Il est passionné de connaître tout ce qui est acquis en géométrie pour pouvoir poursuivre la géométrie. C'est ça qui l'intéresse. Parce qu'il y a toujours des mystères géométriques, il y a des mystères physiques, il y a des mystères historiques, il y a des mystères en tout savoir. Il n'y a pas de vérité mathématique sans idéalité mathématique. Il n'y a pas de vérité morale ou de vérité éthique sans idéalité comme la justice ou l'aidos, au sens où je vous avais dit une fois, la justice n'existe évidemment pas. Mais en aucun cas nous ne pouvons nous dire je m'en fous de la justice. Non, c'est pas parce qu'elle n'existe pas que nous sommes autorisés à être injustes. Bien sûr que non. Nous savons tous que la justice n'existe pas. Nous le savons intimement. Même quand nous ne voulons pas le savoir, nous savons tous que nous sommes injustes, profondément injustes. Mais nous voudrions être justes. Et donc nous postulons que peut-être que la justice n'existe pas, mais elle consiste, bien entendu. Sinon la vie ne vaudrait pas le coup d'être vécue. Et c'est pareil de l'aidos, c'est-à-dire la pudeur, de l'honneur. C'est pareil du beau, c'est pareil de tout. Il n'y a pas de vérité esthétique, par exemple, sans une expérience de l'idéalité du beau. Si vous n'avez pas accédé un jour au beau en tant qu'il est idéal, c'est-à-dire qu'il vous apparaît comme l'infini même, bon, c'est ça le beau. Vous ne savez pas ce que c'est que l'esthétique. Et moi je crois qu'il n'existe pas de gens humains qui ne savent pas ce que c'est que l'idéalité du beau. Il y a un moment où ça les a touchés. Peut-être qu'après ce sont devenus d'horribles buteurs, bon, mais, parce qu'il y en a des buteurs, hein, mais il y a quand même toujours eu un moment, par exemple devant un feu d'artifice, c'est beau. Bah oui c'est beau un feu d'artifice, bien sûr. Les étoiles, le ciel, qu'est-ce que c'est beau. Ces idéalités ne sont pas toutes du même type, cependant. L'idéalité de Juliette, l'idéalité du théorème, enfin de l'objet, par exemple, du triangle rectangle, l'idéalité de la justice que cherche à penser Platon dans la République, ou l'idéalité du beau que cherche à penser Kant dans la critique du jugement esthétique, ce ne sont pas les mêmes types d'idéalité. Et ça passe par des régimes d'énonciation de cette idéalité. Par exemple, pour qu'il y ait l'idéalité de la justice, il faut qu'il y ait des tribunaux.
dans nos sociétés en tout cas. Il y a des sociétés dans lesquelles ça ne passe pas par des tribunaux, mais ça passe par un chaman, ou ça passe par autre chose. Et ça ne se présente pas exactement comme la justice, mais comme une autorité spirituelle, qui peut par exemple être constituée par la série des animaux d'un totem. Tout ça est très 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 compliqué, diversifié, mais vous voyez bien ce que je veux dire. La série des animaux d'un totem, ce sont aussi des rétentions secondaires collectives qui produisent, à travers des rituels, et un procès c'est un rituel, tout comme un rituel chamanique, c'est tout à fait rituel. La cour, vous vous levez, etc. Vous asseyez comme à la messe. C'est quelque chose, il y a quelque chose qui est, on serait tenté de dire, irrationnel. Non, c'est pas irrationnel. C'est compliqué. Mais c'est pas irrationnel. C'est pas irrationnel de se lever quand on dit la cour. C'est important de respecter la justice et de le signaler. En même temps, ça peut tourner à la catastrophe. Ça devient ce qu'on appelle des simulacres de justice. On va donner tous les signes du respect de la justice et on va commettre d'horribles injustices. Ça, ces simulacres-là, il y en a beaucoup. Il y a une grande diversité, cela étant, d'expression des formes de la vérité. Dans la justice, dans les mathématiques, il faut respecter le principe de contradiction et toutes sortes d'autres choses, etc., etc. Dans les arts, ça change tout le temps. C'est l'histoire de l'art et c'est très complexe. Ce dont, si vous voulez venir l'année prochaine dans ce cours, et si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on dit, l'année prochaine, on parlera ici, dans ce cours, s'il a lieu, de ce qui se passe dans la République, non pas simplement au niveau de l'éducation des enfants, quand Platon dit qu'il faut mettre tous les enfants ensemble et séparer de leurs parents, etc., mais là où il dit, dans le mythe de la caverne, dont je vous parlerai un petit peu avant la fin de l'année, la vérité, c'est l'exactitude. Orthotès en grec. C'est là que ça bascule, ça barre en travers, ça se met... ça dérape, appelez ça comme vous voulez. C'est là que Platon se prend les pieds dans le tapis. Je ne sais pas comment dire. Commence à poser que la vérité, c'est l'exactitude, c'est la détermination. Et là, je pense que ça devient assez dangereux. C'est là qu'il commence à dire toutes les formes d'idéalisation doivent se conformer à une forme de l'idéalisation qui est l'exactitude. Il ne dit même pas la démonstration, il dit l'exactitude. Moi, je crois au contraire que la vérité doit être appréhendée non pas comme une détermination exacte, ou d'ailleurs inexacte, elle ne peut pas être appréhendée comme une détermination, mais au contraire comme une indétermination. La vérité, c'est ce qui me trouble. Si ça ne me trouble pas, ça n'est pas du tout la vérité. La vérité n'est pas une chose factuelle, c'est une chose vécue. C'est une chose qui m'affecte. Je suis affecté par la vérité. Troublé, elle me fait signe. Elle fait signe dans l'insignifiant. Tout paraissait insignifiant, puis d'un seul coup, ça devient signifiant. Et je me dis, ah mais oui, ça signifie, ça fait signe, c'est nécessaire, c'est vrai. La vérité, c'est pas 2 et 2 font 4. 2 et 2 font 4, c'est pas vrai. 2 et 2 font 4, c'est l'énonciation d'un chemin qu'on peut faire, qui est un chemin de la vérité. Mais ça n'est pas vrai à proprement parler. C'est vrai dans un contexte où ça fait signe. Alors, c'est ce qu'on va regarder maintenant plus précisément. Je vais encore déborder aujourd'hui, je vous en demande pardon. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, parce que c'est pas facile. Ça va devenir moins dur, là. On va essayer de comprendre, là, qu'il s'agit pour Socrate, en demandant à l'esclave de Ménon de penser, et de penser avec son aide. Donc on est juste à la fin de l'explication, c'est pas une explication, mais du discours sur le mythe de Perséphone, c'est ce qu'on avait lu. Et donc Socrate dit, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, apprendre, c'est se souvenir. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a que de la réminiscence. Et là, Ménon lui dit, enseigne-moi ça. Et il dit, mais tu te fous de moi, je viens de te dire qu'il n'y a pas d'enseignement.
Ah, il me dit, mais je comprends pas. Il dit à Socrate, je ne comprends pas. Alors il dit, bon, bah, je vais te montrer. Tu comprends pas? Je vais te montrer, pas te démontrer. Te montrer. Toi qui es entouré de tous tes esclaves, là, tous tes serviteurs, ils les appellent, tous tes serviteurs. Appelle-moi un. Qu'est-ce qui va se passer là? Tout à coup, on abandonne Perséphone et on rentre dans la géométrie. Qu'est-ce que penser géométriquement? Voilà la question que va poser Socrate. Et dans cette question, Socrate va poser comme un préalable, vous allez le voir très précisément, vous l'avez déjà vu si vous avez lu le passage, que la vérité géométrique, ne procède que d'un trouble. La vérité ne commence, parce que la vérité c'est un processus, c'est pas un état, c'est un processus métastable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Heidegger, le philosophe du XXe siècle, dont je vous ai montré la tronche l'autre fois, celui qui avait été recteur du Führer pendant 1 an, et qui est un très grand philosophe, un des plus grands, ce qui prouve que méfiez-vous des philosophes. Toujours méfiez-vous de tout, mais faites confiance aussi à tout. Voilà. La vérité, dit Heidegger, aletheia, ça décrit un processus. Il dit c'est la sortie hors du lethe, hors du caché. C'est le mouvement de sortie de ce qui est caché. Il dit la sortie hors du latent, exactement. C'est un processus. Et là, dans Ménon, Socrate nous dit, à travers l'esclave de Ménon, le dialogue qu'il va maintenant avoir avec lui, que ce n'est qu'à partir du moment où l'esclave va rencontrer un embarras, une difficulté, une aporie, va dire Socrate, c'est-à-dire un blocage. Ce n'est que lorsqu'il va rencontrer une difficulté avec lui-même, qui va être en peine de lui-même, qu'il va se faire de la peine même, parce qu'il va tout à coup s'apercevoir qu'il disait des choses qui lui paraissaient absolument évidentes, et d'un seul coup, Socrate va lui montrer, on va voir comment il va lui montrer, qu'il avait tort. Et alors là, il lui semblait absolument évident que si je double la longueur du côté d'un carré, je double la surface du carré, et Socrate va lui montrer, on va voir comment, que pas du tout. Alors ça lui semblait absolument évident. C'était une évidence dure comme de l'acier, là, cette poutre qu'on essaye de percer. C'était aussi dur que ça. Mais pour lui, cette dureté-là, c'était du solide. C'était je sais très très bien. Et bien d'un seul coup, Socrate va lui faire une expérience qui est, ah oui, c'est dur, oui, mais c'est dur. C'est pas dur au sens où le sol est solide et dur et que tu es bien installé sur le sol. Non, c'est dur de constater que justement tu n'es pas installé sur le sol. À ce moment-là, l'esclave va entamer un chemin. Et ce chemin va le conduire vers une vérité. Cette vérité, ce n'est pas un point qu'il va atteindre, non. C'est un horizon vers lequel il va commencer à s'orienter et qu'il n'atteindra jamais. Jamais. C'est un point d'infinitisation. Parce qu'à partir du moment où il aura atteint le point où, par exemple, il aura enfin compris que, oui, voilà comment on calcule la surface d'un carré. Voilà comment on double la surface d'un carré. Certainement pas en doublant le côté. Immédiatement, il va s'émerveiller de cela et il va se poser une nouvelle question géométrique. Il va être mis en question. Il va se transformer et si jamais il a un goût pour la géométrie qui se développe, il va devenir géomètre. Il va vouer sa vie à son auto-géométrisation. C'est-à-dire qu'il va passer sa vie à s'individuer avec la géométrie. Il va devenir une individuation personnifiée de la géométrie. C'est ça un géomètre. Tout comme un musicien est une individuation personnifiée de la musique. Jean-Sébastien Bach en étant l'exemple absolument évident. Mais tous les musiciens sont cela. Et tous les gens qui sont quelque chose comme cela. C'est ça, être quelque chose. On peut être, par exemple, l'incarnation de l'éducation de son enfant. Bien entendu.
Parce que ce que je vous dis là ne concerne pas que les choses prestigieuses qui sont dans la Bibliothèque nationale ou dans les musées. Hein. Mais si c'est ça, s'orienter vers la géométrie, aller vers ce point d'infinitisation de la géométrie, alors ça veut dire que c'est aller vers un point d'indétermination de la géométrie. C'est-à-dire d'ouverture. Vous comprenez ce que je veux dire? La vérité, entendue en ce sens-là, c'est ce qui ouvre cet horizon de la géométrie. Ce n'est pas quelque chose qui ferme. Définir la vérité comme une exactitude, ça ferme. Définir la vérité comme une ouverture, c'est pas moi qui l'a défini comme ça. Hein. Beaucoup de gens, dont Bergson, Heidegger et un certain nombre d'autres, disent la vérité c'est l'ouvert. Gilles Deleuze, il dit c'est l'ouvert. Il faut traduire par ouvert. Le vrai c'est l'ouvert. C'est ce qui m'ouvre. C'est jamais ce qui me ferme. Socrate a donc dit à Ménon qu'apprendre, c'est se souvenir, vous en souvenez, et que l'on ne peut donc rien apprendre à un autre s'il ne trouve pas en lui-même ce qu'on lui apprend. Autrement dit, ce qu'on lui apprend, ce n'est pas nous qui le lui apprenons. On l'aide à se l'apprendre à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne sert à rien dans cet apprentissage. Sinon, il n'y aurait pas besoin de dialogue et de co-individuation. Mais ça veut dire que ça ne marche que si celui avec lequel on se co-individue fait un effort sur lui-même, depuis lui-même, et contre lui-même. Contre lui-même. Contre ce qui en lui, et comme en nous tous, résiste à cet effort. La vérité, c'est d'abord ce qui provoque une résistance à la vérité. Parce que ça nous oblige à des transformations. Et nous n'avons jamais envie de nous transformer. Nous voulons rester nous-mêmes. Ce que nous croyons être nous-mêmes. Alors notez bien que, pour comprendre ce qui se joue là aussi, il faut bien avoir en tête que Socrate, à travers cette démonstration qu'il va essayer de faire, ou cette monstration plutôt, de ce que c'est qu'accéder à une vérité géométrique par soi-même, à travers un esclave, il s'adresse à la jeunesse athénienne. Et il lui dit, n'allez pas voir les sophistes qui essayent de vous dire, voilà, la vertu, c'est ça, c'est ça. Non, ça, c'est des sophistes. Si vous ne l'apprenez pas par vous-même, c'est de la sophistique. La philosophie, c'est pas ça. La philosophie, c'est ce qu'il dira plus tard, c'est de la maïotique. Un philosophe, c'est celui qui va vous faire accoucher de quelque chose dont vous... C'est dur d'accoucher. Moi, je ne le sais pas, mais les dames qui sont là et qui ont eu des enfants le savent. C'est dur d'accoucher. Eh bien, Socrate dit, toute vérité est toujours un accouchement. Donc, c'est pas toujours de la tarte. Et il n'y a pas de péridurale à l'époque. Alors, je vous rappelle par ailleurs que plus tard, on le verra, Socrate accuse les sophistes d'utiliser l'écriture comme une sorte de péridurale, ou pas comme une péridurale, mais comme une mère porteuse. Hein. C'est-à-dire, ouais, je veux des gosses, mais je ne veux pas les faire, donc... je ne dis pas que toutes les dames qui ont rapport à une mère porteuse en sont là, parce qu'il y a des cas qui ne sont pas du tout de cet ordre, mais je le dis parce que à Londres, dans le métro, il est écrit, voilà, il y a de la publicité pour avoir des enfants comme ça, aujourd'hui. Ah oui, l'Angleterre est très très avancée dans ces domaines. Donc moi, ça m'embête qu'il y ait un marché des mères porteuses. Je trouve ça quand même extrêmement problématique. Bon. Ce sont des femmes très pauvres qui font ce métier, ça devient un métier, hein, où elles vendent leur corps pour nourrir des enfants d'autres, avec toutes les inimaginables complications psycho, je ne sais pas comment dire, des enfants, des parents, enfin bon. Laissons ce sujet, mais c'est de ça dont je parle aussi, hein, et c'est de ça dont il s'agit lorsque Socrate dit, attention, l'écriture, méfiez-vous. Moi, je ne suis pas contre nécessairement ces pratiques-là. Hein. C'est pas le problème d'être pour ou contre ici pour le moment. Et simplement, le problème, c'est de dire c'est du pharmacologique. Quoi qu'il en soit, je vais revenir sur la question de l'écriture tout à l'heure. Mais Ménon, donc, demande à Socrate de lui préciser ce qu'il voulait dire en disant apprendre, c'est se ressouvenir. Et là, Socrate lui demande envoie-moi un de tes esclaves. Et ça commence comme ça. L'esclave arrive, appelle un de ses nombreux serviteurs qui t'accompagnent, celui que tu voudras, afin que je lui montre ce que tu désires. À merveille. D'accord, très bien, merci, tu fais ce que je te demande. Et il s'adresse à son esclave. Approche. Esclave dont on ne donne pas le nom d'ailleurs, il n'a pas de nom.
Est-il grec demande Socrate à Ménon. Est-il grec? C'est intéressant ça. Est-il grec, un esclave? Tiens. Il peut donc y avoir des esclaves grecs. Sait-il le grec? Ce qui n'est pas la même chose. Parle-t-il le grec? Dans mon langage, ça veut dire, a-t-il les rétentions secondaires collectives qui vont nous permettre de discuter? Vous êtes d'accord? Parfaitement, répond Ménon, il est né chez moi. Fais attention. Vois s'il a l'air de se souvenir ou d'apprendre de moi. Je ferai attention. Dis-moi, mon ami, à l'esclave, sais-tu que cet espace est carré? Demande Socrate. Oui, répond l'esclave. Tétragonon. C'est comme ça que ça se dit en grec, carré. Tétragonon. Donc, cet esclave sait ce que c'est qu'un carré. Tiens. Ça alors. Il sait ce que c'est qu'un carré. Continuons. Et sais-tu que dans un espace carré, les 4 lignes que voici sont égales? Sans doute, ah non, pardonnez-moi, c'est plus loin. Sans doute, répond l'esclave. Donc il sait que les lignes d'un carré sont égales. Et que ces lignes-ci qu'il traverse par le milieu sont égales aussi. C'est ça, là. Oui. Un espace de ce genre peut-il être ou plus grand ou plus petit? Certainement. Ça, c'est une évidence. Si on donnait à ce côté 2 pieds de long et à cet autre également 2, quelle serait la dimension du tout? Examine la chose comme ceci. S'il y avait de ce côté 2 pieds et de cet autre un seul, n'est-il pas vrai que l'espace serait d'une fois 2 pieds? Oui. Alors, ces lignes-là forment des carrés. D'abord un carré de 2 pieds de côté. Voilà, ça, ce carré fait 2 pieds de côté. Et dans le carré de 2 pieds de côté, on voit qu'il y a 4 carrés d'1 pied de côté. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça que décrit Socrate. Hein? Il dit donc, tu vois bien qu'un carré qui a 2 pieds de côté, si on le coupe en 2, on va s'apercevoir que un carré qui a 2 pieds de côté fait 4 pieds carrés, comme on dirait dans le langage moderne qui n'est pas encore celui de Socrate. Hein? Et d'ailleurs, en regardant cela, nous allons nous apercevoir progressivement que c'est à partir de cette expérience géométrique de l'espace qu'on va commencer à comprendre ce que c'est que le carré d'un nombre. Nous sommes ici dans cette question du calcul de la surface du carré à la racine commune de la géométrie et de l'arithmétique. Si je puis dire, la racine commune, qui est la racine carrée, justement, ce qu'on appelle la racine carrée, le calcul de la racine carrée. Et nous pouvons voir que c'est par l'espace géométrique qu'on a accédé au calcul de la racine carrée. Ensuite, il y a eu bien entendu d'autres manières et d'autres démonstrations de comment on calcule une racine carrée. Mais là, ce n'est pas par l'arithmétique qu'on va calculer la racine carrée, c'est par la géométrie. C'est-à-dire spatialement, par l'espace. Que se passe-t-il donc entre Socrate et l'esclave de Ménon? Socrate lui présente un carré de 2 pieds de côté, c'est-à-dire de 4 pieds carrés. Et il lui demande de quelle dimension devraient être les côtés d'un carré d'une surface double. Car c'est ça, c'est là que commence véritablement le sujet. Et l'esclave commence à poser ce qui lui paraît couler de source. Il commence par poser ce qui lui paraît couler de source, à savoir que le doublement du côté donnera le doublement de la surface. À quoi Socrate répond? Il ne voit pas qu'en fait,
il est obligé de doubler les deux côtés s'il est doublant du côté. Parce que dans un carré, un côté est forcément équivalent à l'autre. Donc si on en double un, on double forcément l'autre. Il ne voit pas que la figure du carré, s'il ne double qu'un côté, va se défigurer, ce ne sera plus un carré, ce sera ce qu'on appelle un rectangle. Donc il n'a pas bien clairement en tête les notions géométriques. Un carré n'est pas un rectangle. Les figures ont des propriétés idéales. Et donc, Socrate va lui montrer qu'en fait, s'il double le côté, il va obtenir une surface quadruple. Si on donnait à ce côté 2 pieds de long et à cet autre également 2, quelle serait la dimension du tout? S'il y avait de ce côté 2 pieds et de cet autre un seul, n'est-il pas vrai que l'espace serait d'une fois 2 pieds? Oui. Combien font 2 fois 2 pieds? Fais le calcul de moi. 4. Notez un truc quand même en passant, il sait compter cet esclave. Hein? C'est important ça. Ne pourrait-on en avoir un espace double de celui-ci mais semblable? Combien aurait-il de pieds? 8. Il sait compter mais il compte pas bien. Il compte pas géométriquement. Il croit qu'il sait compter. Mais en fait il ne sait pas compter. Il est évident, Socrate, dit l'esclave, question de Socrate, essaie de me dire quelle serait la longueur de chaque ligne dans ce nouvel espace. Dans celui-ci, la ligne à 2 pieds, combien en aurait-elle dans le second, qui serait double? Il est évident, Socrate, qu'elle en aurait le double. Donc qu'est-ce que va dire Socrate? Il va dire, mais il croit savoir. Il croit savoir, et il est évident pour nous, qui avons étudié la géométrie, qu'il ne sait pas. L'esclave se trompe évidemment pour nous. Nous qui avons passé, je vous le signale, beaucoup de temps à l'école. Je vous fais comme ça reparcourir très vite des choses que vous avez étudiées il y a fort longtemps, pour certains d'entre vous en tout cas, mais n'oubliez pas que vous avez dû passer au moins 10 ans à l'école pour acquérir ça. Hein. L'examen de brevet que je vous montrais tout à l'heure, brevet, c'est à quel âge qu'on passe le brevet? 14 ans? 15 ans? Bon, ouais, c'est 10 ans. 10 ans d'école. Hein. Il faut 10 ans d'école pour arriver à ce niveau. Parce que ça, c'est le brevet, ça. On est au niveau du brevet. Alors, pour arriver à cette évidence, que ce que l'esclave croit être évident, pour arriver à cette évidence pour nous, que ce que l'esclave croit être évident pour lui est faux, est en réalité absolument faux, il nous a fallu 10 ans d'éducation spécialisée. Je signale ça en passant. Ça nous amènera à peut-être nous dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut que nous soyons prudents lorsque nous parlons. L'esclave entame alors le chemin de la reconnaissance de son ignorance, c'est la suite. C'est commenté comme ceci par Socrate. En ce moment, il croit savoir quelle est la longueur du côté qui donnerait un carré de 8 pieds. S'ensuit-il qu'il le sache? Non, dit, mais non. C'est maintenant que ça commence vraiment. La démonstration. Socrate dit, vois maintenant comme il va se ressouvenir d'une manière correcte. Maintenant, on va commencer à voir la production d'une anamnésis. Alors ici, j'attire votre attention sur un point. Pour que Socrate puisse montrer à l'esclave l'évidence qu'il s'est trompé, parce que c'est comme ça que ça commence. Et pour l'amener à une autre évidence, qui va devenir une évidence positive, il y a d'abord une évidence négative, et puis ensuite il va y avoir une évidence positive. Socrate doit tracer des figures dans le sable. En quelque sorte, pourquoi est-ce qu'il doit tracer des figures dans le sable? Parce qu'il doit lui mettre sous le nez son erreur, si je puis dire. Il faut qu'il lui montre, vous voyez, on pourrait le faire avec ce sol ici, là. C'est intéressant, il y a plein de carrés. Donc on pourrait dessiner tout le raisonnement. Il faut qu'il lui montre l'évidence qu'en doublant, bah oui, là vous le voyez, si vous doublez la surface du carré, vous voyez tout de suite, vous en avez 16 carrés, et non pas 8. Immédiatement.
c'est là que ça se passe. Réponds-moi. Tu dis qu'une ligne double donne naissance à une surface 2 fois plus grande. Comprends-moi bien, je ne parle pas d'une surface longue d'un côté et courte de l'autre, je cherche une surface comme celle-ci, égale dans tous les sens, mais qui est une étendue double, soit de 8 pieds. C'est pas facile la question qu'il lui pose, hein, en réalité. C'est extrêmement difficile. Très, très, très difficile. Je ne vous lis pas tout le raisonnement, vous pourrez le relire vous-même, mais vous voyez ici, ensuite, il dit « Traçons les 4 lignes sur le modèle de... » etc. Il trace dans le sable, par terre. Ça, c'est fondamental. Puis il lui demande si, étant donné qu'un carré de 2 pieds de côté fait 4 pieds carrés, et qu'un carré de 4 pieds fait 4 fois plus, si pour obtenir un carré de 8 pieds carrés, parce qu'il a admis, maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il voit bien que oui, si je double le côté, ben, je vais avoir 16 pieds carrés et pas le double, et pas 8. Donc il lui demande, alors, est-ce que, par exemple, il ne faudrait pas réduire le carré qui est trop grand et augmenter le carré qui est trop petit? C'est-à-dire, pour obtenir un carré de 8 pieds, est-ce qu'il ne faut pas un côté inférieur à 4, mais supérieur à 2? Vous comprenez ce que je veux dire? On était parti d'un carré de 2 de côté, hein, qui nous faisait 4 pieds carrés. On est passé à un carré de 4 de côté, ça nous fait 16 pieds carrés. Donc entre les deux, bah, entre 2 et 3, et 2 et 4, il y a 3. Hein. Et il se retrompe. Il lui refait chuter. Il lui tend un petit piège. Pour lui donner et prouver que faut réfléchir avant de parler. Et qu'en géométrie, on ne réfléchit pas avec sa tête simplement. Mais il faut tracer des figures dans l'espace. C'est comme ça qu'on réfléchit en géométrie. En géométrie, on réfléchit avec les doigts. Il faut tracer. Parce que dès que vous tracez, si vous dites, bah oui, 3 pieds carrés, bah vous n'avez qu'à compter les carrés, là. Hein, c'est bien, là, sur ce sol. Hein, il y en a 9. Ça fait 9 pieds carrés. C'est pas 8. Oh là là, mais comment je vais faire alors pour calculer la surface et la longueur du carré? Comment est-ce possible? Et là, on a affaire à la question de la racine carrée. Comment calculer la racine carrée? Il apparaît à l'esclave, sous l'effet des questions de Socrate, mais surtout, dirais-je, des dessins qu'il fait sur le sol. Ce n'est pas tellement les questions qu'il lui pose, c'est les dessins qu'il trace sur le sol. Il lui apparaît à l'esclave, tout à coup, qu'il est évidemment pas vrai, ça saute aux yeux, qu'un côté de 3 pieds va répondre correctement à la question d'un carré de 8 pieds carrés. Parce qu'il voit tout de suite, dès qu'on a dessiné, qu'il y a 9 pieds carrés. Alors cette fois-ci, l'esclave est face à une évidence qui n'est pas celle de ce qu'il croyait être évident. Au début, vous savez, la première évidence, c'était un carré de 8 pieds carrés, il a un côté de 4. Voilà, on double le côté. Non. Il est sous l'évidence, il est confronté à l'évidence du fait que ce qu'il croyait être évident est manifestement faux. C'est-à-dire que maintenant, il constate qu'il est évident que ce qu'il croyait est faux. Donc c'est une nouvelle évidence, qui est encore négative, mais je dirais elle est intermédiaire entre le négatif et le positif. Elle ressemble beaucoup à Eros. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le banquet, mais dans le banquet, vous vous souvenez peut-être que Diotima dit Eros est entre les dieux et les mortels, entre les immortels et les mortels. C'est un intermédiaire, c'est un être intermédiaire. Ici, l'ignorance de l'esclave, dont l'esclave vient de prendre conscience, ce que Socrate appelle son non-savoir, et dont Socrate dit, moi, Socrate, c'est la seule chose que je sache. À savoir que fondamentalement, je ne sais rien. C'est-à-dire que ce qui me constitue d'abord, c'est mon non-savoir. C'est-à-dire, c'est ma tendance à croire des choses qu'en fait, je ne sais pas. Et que mon travail, ça consiste d'abord à découvrir que là où je croyais savoir, je ne sais pas. Cette évidence qui est devenue une évidence pour l'esclave lui-même, tout à coup, c'est plus nous qui disons, comme Ménon et Socrate tout à l'heure disaient à propos de l'esclave, ah, tu vois bien qu'il ne comprend rien, quoi.
Maintenant, c'est l'esclave lui-même qui dit « Ah, mais je dis des conneries !» Et il découvre la difficulté abyssale de penser la surface du carré. Abyssale. C'est extrêmement compliqué de calculer la surface du carré. Ça, c'est ce qu'un philosophe grec, il découvre, voilà, c'est ce qu'il découvre. Là, j'avais oublié de le mettre dans mon texte, apparemment. Lorsqu'il dit, Socrate, si l'espace a 3 pieds de long et 3 pieds de large, et la superficie n'en serait-elle pas 3 fois 3 pieds, je le pense, combien font 3 fois 3 9. Laquelle est-ce? Tâche de me le dire exactement, si tu aimes mieux ne pas faire le calcul, montre-la nous, il dit en montrant. Mais par Zeus, Socrate, je n'en sais rien, dit l'esclave. Il est exaspéré, il se fout en colère. Mais par Zeus, et il croit au dieu grec aussi, lui. Mais par Zeus, je n'en sais rien, Socrate. Il est énervé, il s'énerve. Et là, il accède à ce que cet homme-là, qui s'appelle Hegel, qui a écrit un livre très important qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit, qui est une histoire de la façon dont l'esprit s'atteint lui-même, appelle le moment sceptique. Hegel dit, dans toute forme de pensée, il y a toujours un moment de skepsis, de ce que les Grecs appelaient la skepsis, c'est-à-dire la mise en question. On n'y croit plus. On n'y croit plus du tout. On ne croit plus en rien du tout d'ailleurs. Parce que dans ce moment où tout à coup on est confronté à son non-savoir, à un moment donné on a envie de tout envoyer promener, dire on ne croit plus à rien. Mais c'est un moment nécessaire, dit Hegel, il faut toujours en passer par là, mais un moment provisoire de la vie de l'esprit. Ce moment du scepticisme est celui où va naître un désir. C'est le moment dans lequel va naître, si ça se passe bien, parce que ça peut se passer mal. L'accouchement peut donner la mort de la mère, l'étouffement du bébé, toutes sortes de choses, ou bien un enfant qui a été tellement mal accouché qu'il a des problèmes après. Mais ce moment du scepticisme est celui où, si ça se passe bien, va se produire un désir. Si ça se passe bien, ça veut dire si l'enfant reste en vie. Et ça viendra peut-être plus tard, ce désir, ça ne viendra pas forcément tout de suite. Et un désir nouveau. Ça, c'est ce que dit Socrate. Le désir de chercher. Et de chercher l'objet de son désir. Et là, on retrouve aussi ce que dit le banquet. Pour que ce désir naisse, voilà ce que nous dit Socrate, il a d'abord fallu que l'esclave fût troublé. Il a fallu qu'il fût ébranlé dans ses certitudes. Il se met en colère, mais ensuite il surmonte cette colère, surtout s'il a un grand maïoticien, c'est-à-dire une grande sage-femme comme Socrate, qui va récupérer le bébé, c'est le cas de le dire, et qui, tout à coup, va savoir l'accompagner. Je dis bien l'accompagner, car c'est une affaire d'accompagnement. C'est un compagnonnage, d'ailleurs, la philosophie, au sens strict du mot. À partir de ce trouble, va s'opérer une sorte de conversion. La conversion de regard dont vous avez parlé, tout à fait au début de ce cours. Lorsque j'avais dit, la philosophie, c'est d'abord un changement d'attitude. Et c'est une conversion de regard. Je me mets à regarder le monde autrement. Ça veut dire que l'esclave va entrer en transformation de lui-même à partir de lui-même, dit Socrate. Et Socrate dit, c'est bien à partir de lui-même. Et alors, il va s'engager sur un chemin. Il va décider de gravir ce chemin, car ce chemin, il monte. C'est un chemin difficile à grimper. Mais ce chemin, qu'est-ce qu'il va... à quoi il va le conduire? Il va le conduire à une règle. Cette règle, ça n'est pas la réponse simplement à la question comment on calcule la surface du carré. C'est la règle au sens où les moines de l'abbaye de Noirlac parlaient de règle. Après Saint Benoît. C'est une discipline. Cette discipline s'appelle la géométrie. Le trouble est là. Mais par Zeus, Socrate, je n'en sais rien, disait-il. Vois-tu, mais non, encore une fois, la distance qu'il a déjà parcourue dans la voie de la réminiscence. C'est-à-dire qu'il commence à découvrir qu'il ne sait pas.
songe que d'abord, sans savoir quel est le côté du carré de 8 pieds, ce qu'il ignore d'ailleurs encore, donc il ne sait toujours pas, il croyait pourtant le savoir et il répondait avec assurance en homme qui sait, n'ayant aucun sentiment de difficulté, aucun sentiment de la difficulté. Maintenant, il a conscience de son embarras. En grec, c'est aporia. C'est comme l'aporine, mais non, je vous signale en passant. Hein. Il reconstruit ici, Socrate, à travers l'esclave, la situation dans laquelle lui-même s'est trouvé devant Ménon. C'est très très important de voir ça. Et s'il ne sait pas, du moins, il ne croit plus savoir. Voilà, on a franchi la première difficulté. Tu as raison. N'est-ce pas là un meilleur état d'esprit relativement à la chose qu'il ignorait? J'en conviens également. C'est ici qu'il est question des sophistes. Hein, parce qu'en gros, il est en train de lui dire, ah mais non, toi aussi tu crois savoir ce que c'est que la vertu, ou que les sophistes peuvent te l'enseigner, etc. Maintenant, je suis en train d'essayer de te faire découvrir que non. Donc tout ça, c'est du mise en abîme. Tout ça, ce sont des situations. Socrate, Ménon, son esclave, etc., sont tous dans la même situation. Ça veut dire que Socrate n'est pas supérieur à Ménon ou à l'esclave. En le mettant dans l'embarras, en l'engourdissant comme fait la torpille, vous vous souvenez de la torpille qui crée un trouble, nous lui avons causé du tort. Lui avons-nous causé du tort? Je ne crois pas, répond Ménon. Ou je me trompe fort, ou nous l'avons grandement aidé à découvrir où il en est vis-à-vis de la vérité. Car maintenant, comme il ignore, il aura plaisir à chercher. Ça, c'est extrêmement important. C'est la base de la pensée socratique. Si vous ne comprenez pas que vous ignorez, vous n'accéderez jamais à la connaissance. Pas possible. Et cette ignorance, c'est la source d'un plaisir, le plaisir de chercher. Ce plaisir de chercher, on le trouve dans les contes que nous racontons aux petits-enfants. C'est la théorie d'un théoricien russe qui s'appelle Vladimir Prop, qui a écrit un livre qui s'appelle La morphologie du conte, où il explique que tous les contes de fées sont toujours des histoires où on doit chercher quelque chose, et que les tout petits enfants d'1 an, déjà ont ce plaisir de chercher. Mais ça continue jusqu'à la fin, et finalement, c'est ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue. Chercher. Chercher la femme, disent les romans policiers, quand il y a un crime, hein, dans Agatha Christie. Bon. Chercher, comme Sherlock Holmes. Cherche, on dit au chien. Ça c'est peut-être pas pareil. Mais c'est le chasseur qui, à travers le chien, cherche en s'appuyant sur le chien. Chercher et parfois trouver. Eurisco. Eureka. Picasso. Notez bien ce qui est écrit là, hein. Ah non, je vous dis une bêtise, c'est pas là. Bon, notez bien que c'était dans le voilà, ici, hein. Il faut dessiner. Non, c'est pas là non plus. Non, c'est encore avant. Bon, peu importe, vous vous souvenez, il faut dessiner dans le sable, hein. Socrate dessine dans le sable. Alors la question qui est posée ici, c'est celle de la racine carrée de 8. Obtenir le côté d'un carré de 8 pieds carrés, c'est obtenir ce qu'on appelle la racine carrée. D'accord? Ici, ce calcul ne sera pas de manière arithmétique, mais de manière géométrique. Par le tracé des diagonales de chaque carré composant un carré de 4 carrés de 4 pieds carrés chacun. C'est-à-dire dont le côté de chacun fait 2 pieds. D'accord? Comment est-ce qu'on va calculer? C'est pas très compliqué. Si on veut calculer un carré de 8 pieds, ça serait bien Caro qui tourne ma caméra. Il faut d'abord dessiner un carré de 16 pieds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un carré de 16 pieds? C'est ça. D'accord? Ça, c'est un carré de 16 pieds. D'accord avec moi? 16 pieds carrés, je veux dire. C'est très facile de trouver, en fait, comment est-ce qu'on fait pour trouver un carré de 8 pieds carrés qui fait la moitié? On trace des diagonales. Extrêmement simple. Comme dirait l'autre, il suffisait d'y penser. Et c'est très simple parce qu'on coupe tous les carrés, là, en deux, donc on a forcément la racine carrée. Alors,
pendant longtemps, pour calculer la racine carrée, comment on faisait? On prenait une règle et on mesurait. Hein? Alors, et d'ailleurs, on a fait des tables de racines, comme ça. Ce sur quoi j'insiste, c'est que si je n'avais pas fait comme Socrate ici, de dessiner sur le tableau, c'est pour ça que dans les classes, il y a des tableaux, fondamentalement. Si je n'avais pas spatialisé sous la forme d'une figure géométrique, c'est-à-dire dans l'espace, une question qui se présente d'abord sous la forme d'une représentation mentale dans votre esprit, c'est-à-dire sous forme de temps, nous n'aurions pas pu trouver ça. Et ça, c'est capital. C'est ce qui amènera Husserl, je vous en reparlerai bientôt, je vais m'arrêter là, c'est ce qui amènera Husserl, dans un texte qui s'appelle L'origine de la géométrie, à dire la géométrie, s'il n'y a pas l'écriture et le dessin, qui permettent de se représenter des choses qui n'existent pas, parce que ça, ce que je vous représente là, ça n'existe pas. Un carré, ça n'existe pas, puisqu'un carré, ça n'a pas d'épaisseur. Autrement dit, ce ne sont que des figures géométriques. Comprenez bien ce que je veux dire. Ce ne sont pas des... Ce que je vous présente là, ce sont ni des carrés, ni des triangles, ni des diagonales, ni des lignes, ni des droites. Tout ça, ça a de l'épaisseur. C'est pas droit d'ailleurs, c'est pas carré. Même si j'avais pris une règle pour... Non. Ce sont des objets idéaux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ces objets idéaux, c'est-à-dire des objets qui sont purement noétiques, mentaux, vous ne pouvez pas les penser uniquement au plan noétique. Vous êtes obligé de les figurer dans l'espace. Sinon, ça ne marche pas. Ça s'appelle, c'est ce que j'appelle une rétention tertiaire. Et Husserl, le philosophe, j'y reviendrai, dira, Husserl dont je vous ai souvent parlé déjà, à la fin de sa vie, pratiquement, juste avant sa mort, il dira d'un seul coup, mais la géométrie sans l'écriture, sans le graphéine, c'est-à-dire le dessin, ça veut dire à la fois écriture, graphé et dessin. Sans le polissage des formes, même il dira, sans l'expérience de la matière qu'on aplanit, etc., on n'aurait jamais pu y accéder. Et ça, pourquoi il fait c'est parce qu'il est un peu comme l'esclave de Ménon, tout à coup. C'est une évidence. Moi qui ai toujours dit toute ma vie que pour penser phénoménologiquement, il ne fallait jamais tenir compte de ce qui est à l'extérieur, là, sans l'extériorisation, je ne peux pas penser la géométrie. D'accord? Si je vous dis ça, c'est parce que Platon, lui, va interdire cette pensée de l'extériorisation. Tout ce que fait Socrate, il le fait, mais il ne le voit pas. Socrate lui dit « je montre », mais il croit qu'il lui montre. Et beaucoup de gens ont commenté ce passage du Ménon en disant « mais en fait, il se fout du monde, Socrate. Il lui dit tout. Ça ne sort pas du tout de l'esprit de l'esclave. Ils n'ont rien compris, ceux qui ont dit ça. C'est pas vrai. Ça sort, effectivement, de l'esprit de l'esclave. Mais par quoi? Par le dessin. C'est-à-dire par ce que j'appelle la tertiarisation, le fait de mettre sous forme de rétention tertiaire les rétentions primaires et les rétentions secondaires. Sinon, on n'y arriverait jamais. Et ça, c'est absolument fondamental. Ça veut dire que le pharmacone est la condition de constitution de la pensée géométrique. Parce que Husserl l'ajoutera, il ne suffit pas de l'écrire, de le dessiner, il faut ensuite consigner le raisonnement. Parce que, admettons que je suis Pythagore en train d'essayer de démontrer son théorème. C'est pas simple de démontrer un théorème. Je vais raisonner tout seul, etc. Je m'éreinte, je me fais mal aux yeux, j'ai du mal à travailler. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je vais me coucher. Je n'ai pas démontré mon théorème. Mais j'ai noté toutes les étapes de mon raisonnement. Demain matin, j'ai bien dormi. 8 heures, le pied d'acier. Je me lève, je suis frais comme un gardon. Il fait beau, il y a une fraîcheur, j'entends les cigales, je me remets à mon parchemin, ou plutôt à mon papyrus. Et je trouve la démonstration. Parce que je relis où je m'étais arrêté, c'est-à-dire que tout le travail que j'avais fait hier n'a pas été perdu. Il est consigné, je le lis, je dialogue avec moi-même par l'intermédiaire de la lettre que je me suis envoyée. Je me suis écrit une lettre hier. Je me suis envoyé une lettre, comme sur Internet avec mes étudiants, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Et je reprends la discussion avec l'esprit frais, et d'un seul coup, ta-da-da, Eureka! J'ai démontré le théorème de Pythagore. Vous vous rendez compte? Démonstration du théorème de Pythagore. C'est quelque chose d'inouï. Mais ça s'est passé, ça. Mais Husserl dira, sans l'écriture, on ne peut pas faire ça. Alors, je vais essayer de vous parler de l'extériorisation qui a été rejetée par la philosophie très longtemps, pratiquement jusqu'à Hegel dont je vous parlais tout à l'heure. Le premier à avoir dit, pas de pensée sans extériorisation, c'est Hegel dans la phénoménologie de l'esprit.
Hegel a posé qu'il y a de l'extériorisation de l'esprit. Il n'a pas, à mon avis, posé cette question vraiment correctement, mais il a ouvert de manière absolument magistrale la question. Et je reviendrai sur tout ça dans le cours prochain. Mais en attendant, et pour conclure, je voudrais vous parler de cet homme-là. Non, pas de celui-là. De celui-là. Ça, c'est le PDG de TEPCO, qui a d'ailleurs vraiment pas l'air sympathique du tout. Et je voudrais vous parler de cet autre-là, cet autre homme. Il s'appelle Hibashi Katsuhiko. Cet homme-là, il y a 4 ans, a écrit un rapport en disant « La centrale de Fukushima est extrêmement dangereuse. Vous avez sous-évalué les risques sismiques. » Il faisait partie d'une commission de sécurité en tant que sismologue patenté de l'État japonais. Il s'est fait virer de cette commission, avec la complicité certainement de l'État japonais et sous la pression de cet homme-là, qui croyait savoir, comme l'esclave de Ménon. Je sais que cette centrale n'explosera jamais. Il croyait savoir. Et celui-là lui disait, mais non, vous ne savez pas. Moi non plus d'ailleurs. Mais je sais que je ne sais pas. Il a écrit un rapport et malheureusement, il avait raison. C'est-à-dire que ce beau paysage, ça c'est Fukushima, avant l'explosion. Maintenant, tout le monde le regarde comme cela. Et maintenant, c'est ça. Alors, vous voyez, si je donne ces cours de philosophie, moi, c'est pas simplement pour le plaisir de chercher, c'est beaucoup pour le plaisir de chercher. Mais c'est aussi parce que si ça est possible, là, ce que vous voyez, c'est à cause de notre bêtise. C'est pas simplement à cause de cet homme-là. C'est à cause de nous tous. En tant que nous tous, comme Ménon, comme l'esclave de Ménon, comme Socrate lui-même, nous avons tendance toujours à vouloir croire que nous savons. Là où nous ne savons pas. Et par rapport à cela, je voudrais vous parler de quelque chose qui est une menace actuelle contre l'enseignement de la philosophie en France. Il y a, vous savez peut-être, la décision de M. Châtel de mettre en option l'enseignement de la philosophie avant la terminale. Et les associations de professeurs de philosophie se sont exprimées en disant que ça, ils étaient tout à fait hostiles. Non pas qu'ils soient hostiles au fait qu'on apprenne la philosophie avant la terminale, vaste question d'ailleurs, mais ils disent que ça prépare l'optionnalisation de la philosophie en terminale aussi. Et par conséquent, la disparition, en fait, programmée de la philosophie. C'est aussi vrai pour l'histoire et la géographie. Il n'y a plus que les maths qui comptent, c'est-à-dire l'exactitude. Mais c'est cette exactitude qui a permis de calculer, soi-disant exactement, la résistance sismique de Fukushima. Or, ça n'est jamais simplement dans l'exactitude qu'il faut penser une science physique, mais dans les concepts, dans ce que j'appelle les consistances. Une centrale nucléaire, c'est d'abord une production d'une science qui s'appelle la science, la physique nucléaire. Et la physique nucléaire n'est jamais réductible au calcul. Il y a toujours quelque chose qui échappe au calcul en physique, comme en géométrie, comme en toute chose, comme en amour, comme dans n'importe quoi, comme dans le commerce, etc. Rien n'est facile de ce qui se passe sur cette planète. C'est ça, vivre sur cette planète. La vie n'est pas facile, et c'est pour ça qu'elle vaut le coup d'être vécue. Ce qui est facile n'a aucun intérêt. Il y a des choses difficiles qui ne sont pas intéressantes non plus, bien entendu. La difficulté sans intérêt, ça existe. Par exemple, le travail à la chaîne, c'est très difficile. Et le seul intérêt qu'on puisse y trouver, c'est de devenir militant syndical, ou je ne sais quoi, c'est-à-dire passer dans un processus de renversement et de conversion qui malheureusement n'a pas forcément toujours conduit à ce qu'il y a de mieux